Le 1er juillet 1946, l'aube se lève sur l'atoll de Bikini, dans les îles Marshall. Un B-29 Superfortress solitaire tourne en rond dans le ciel. Sa soute contient une seule bombe au plutonium, surnommée Gilda. En dessous, 95 navires de guerre sont alignés en formation parfaite sur les eaux turquoises du lagon. Des cuirassés, des porte-avions, des destroyers, des sous-marins, un cimetière flottant en devenir. À 9h07 précise, heure locale, les portes de la soute s'ouvrent. 23 000 tonnes de feu nucléaire sont sur le point de réécrire à jamais les règles de la guerre navale. Mais ce n'est pas la guerre, c'est la science, l'expérience scientifique la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. L'opération Crossroads n'a pas commencé avec ce largage de bombes. Elle a commencé 8 mois plus tôt dans une salle de conférence du Pentagone. Le 16 août 1945, Lewis Strauss, officier de réserve de la marine, a proposé quelque chose d'inédit. Que se passerait-il si nous faisions exploser une bombe atomique contre une flotte de navires? La guerre avec le Japon venait de se terminer. Hiroshima et Nagasaki étaient en ruine radioactive, mais les stratèges militaires pensaient déjà à l'avenir. La marine avait besoin de réponses. Les porte-avions survivraient-ils à une attaque atomique? Les cuirassés pourraient-ils résister à un feu nucléaire? Comment les radiations affecteraient-elles les équipages? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Le 27 octobre 1945, l'amiral Ernest King fit une annonce publique. Les États-Unis allaient y mener des essais atomiques sur des navires ennemis capturés et des navires américains obsolètes. Le lieu, l'atoll de Bikini, un anneau corallien isolé dans le Pacifique où vivaient 167 insulaires marshallais. Le 7 mars 1946, ces insulaires ont été informés qu'ils devaient partir. Pour le bien de l'humanité, leur a-t-on dit, pour mettre fin à toutes les guerres. Ils ont embarqué leurs affaires dans de petits bateaux et ont quitté le seul foyer qu'ils n'aient jamais connu. Ils pensaient de revenir dans quelques mois. Ils se trompaient. Avant de plonger dans le vif du sujet, pensez à liker et à vous abonner. La Joint Task Force One a mis sur pied la plus grande opération navale en temps de paix de l'histoire. 242 navires, 39 300 membres du personnel de la marine. Au total, environ 44 000 participants. L'amiral William H. P. Blandy commandait l'opération. Son adjoint, le contre-amiral William S. Dick Parsons, le même homme qui avait armé la bombe sur Hiroshima. Ils ont peint l'USS Nevada en orange vif, une cible géante pour la bombe atomique à venir. La flotte cible s'étendait sur le lagon de Bikini, comme les pièces d'un échiquier. Le croiseur allemand Prinz Eugen, le cuirassé japonais Nagato, l'USS Saratoga, le porte-avions qui avait survécu à Pearl Harbor, les navires qui avaient combattu sur 2 océans attendaient désormais silencieusement leur anéantissement. Le 1er juillet arriva avec un temps parfait, un ciel dégagé, une mer calme. Le B-29 approcha par le sud-est. 80 avions tournaient au-dessus de leur tête, caméras en marche. Gilda tomba pendant 43 secondes. Puis, le monde changea. Une boule de feu plus brillante que le soleil éclata à 158 mètres au-dessus du lagon. Le champignon atomique s'éleva à 12 000 mètres dans le ciel du Pacifique. Mais quelque chose alla de travers. La bombe manqua sa cible de 640 mètres. L'USS Nevada, peint en orange vif pour guider le bombardier, se trouvait en dehors de la zone de destruction maximale. Ce raté sauva des dizaines de navires d'un naufrage immédiat. Mais il ne put les sauver de ce qui suivit. Le test Able coula immédiatement 5 navires. Les destroyers et les transports se froissèrent comme des boîtes de conserve. Mais la plupart des navires de la flotte survécurent, leurs coques brûlées mais intactes. Les observateurs militaires qualifièrent ce résultat de décevant. Les pires craintes de la marine ne s'étaient-ils pas concrétisées. Les navires pouvaient survivre à une attaque atomique. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Le test Baker était prévu dans 24 jours. Cette fois, la bombe exploserait sous l'eau. Cette fois, il n'y aurait pas d'erreur. Le 25 juillet 1946, l'USS LSM-60 transporta Helen of Bikini jusqu'à sa position, à 27 mètres sous la surface, en plein centre de la flotte cible. À 8h35, Helen explosa. Ce qui se passa ensuite terrifia tous les spectateurs.
l'explosion sous-marine créa quelque chose que personne n'avait prévu. Une colonne d'eau radioactive jaillit à 600 mètres dans le ciel. Une tour creuse de mort s'élevant vers les nuages. À son apogée, la colonne s'est effondrée. Des milliards de litres d'eau de mer contaminée se sont déversés dans le lagon, créant une vague gigantesque qui s'est propagée dans toutes les directions. Mais le véritable danger est venu ensuite. Lorsque la colonne d'eau s'est effondrée, elle a créé ce que les scientifiques ont appelé une vague de fond, un nuage de brouillard radioactif qui s'est répandu à la surface comme du brouillard. Mais ce n'était pas du brouillard, c'était un nuage de produits de fission, des particules de plutonium, de l'eau salée radioactive transformée en vapeur mortelle. La vague se déplaçait à une vitesse de 50 km/h. Elle engloutit tous les navires sur son passage, recouvrant les coques et les ponts d'une mort invisible. En quelques secondes, l'USS Arkansas disparut sous les vagues. Le cuirassé de 35 000 tonnes s'évanouit tout simplement, entraîné par l'énorme explosion sous-marine. L'USS Saratoga suivit quelques minutes plus tard. Le porte-avions qui avait survécu à Pearl Harbor, Midway et Iwo Jima ne put survivre à cela. 8 navires coulèrent immédiatement, mais le naufrage était le moindre des problèmes. La vague de fond recouvrit tous les navires survivants d'une contamination radioactive. Ponts, superstructures, systèmes de ventilation, tout ce que le brouillard touchait devenait une source de radiation. Les marins qui observaient depuis des navires éloignés virent le nuage approcher. Certains essayèrent de se couvrir le visage, d'autres plongèrent sous le pont. Cela n'avait aucune importance. La contamination était partout. L'amiral Blandy avait positionné des navires d'observation à ce qu'il pensait être une distance sûre, à 7 miles du point d'impact. La vague de base les atteignit quand même. Les compteurs Geiger se mirent à cliquer frénétiquement. Les badges à film portés par le personnel commencèrent à s'embuer sous l'effet des radiations. La limite d'exposition autorisée était fixée à 0,1 röntgen par jour. Certains marins ont absorbé cette quantité en quelques minutes. 18 875 badges à film ont été distribués pour surveiller l'exposition aux radiations. La dose individuelle maximale enregistrée a atteint 3,72 röntgen. Ce n'était que ce qu'ils avaient mesuré. Beaucoup n'a pas été mesuré. 6 jours après Baker, 4 900 hommes montèrent à bord des navires cibles contaminés. Leur mission, éliminer les radiations. Ils utilisèrent de l'eau de mer, du savon et de la lessive, des brosses à récurer, des tuyaux à haute pression. Le premier lavage réduisit de moitié les niveaux de radioactivité. La marine déclara que l'opération était un succès, mais les lavages suivants ne donnèrent aucun résultat. La contamination s'était liée au métal. Elle ne partait pas. Certains navires ont dû être sablés jusqu'à l'acier nu. Même cela n'a pas fonctionné complètement. Le docteur Stafford L. Warren, médecin-chef de l'opération, observait les efforts de nettoyage avec une inquiétude croissante. Warren avait contribué à la conception des protocoles de sécurité du projet Manhattan. Il comprenait mieux que quiconque les radiations. Ce qu'il a vu à Bikini l'a terrifié. Le 10 août 1946, Warren a émis un ordre qui a choqué les dirigeants de la marine. Arrêtez immédiatement tous les efforts de décontamination. Warren a mis en garde contre les risques importants liés à la contamination au plutonium. La vague de base n'avait pas seulement déposé des radiations à la surface des navires. Elle avait également propulsé des particules radioactives profondément dans les fissures et les crevasses, dans les systèmes de ventilation, dans les quartiers de l'équipage où les marins vivaient et dormaient. Le personnel transportait sans le savoir la contamination à travers leurs navires. Leurs espaces de vie devenaient des sources de radiation. La marine avait créé des pièges mortels flottants. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Les implications politiques ont frappé Washington comme une onde de choc. L'opération Crossroads était censée démontrer la supériorité atomique américaine. Au lieu de cela, elle a révélé l'ignorance atomique américaine. Les essais étaient diffusés dans le monde entier. Les observateurs internationaux ont documenté chaque échec. L'Union soviétique les a suivis avec un intérêt particulier. Les États-Unis venaient de montrer au monde entier
que les armes atomiques pouvaient contaminer de vastes zones pendant de longues périodes, que la décontamination était pratiquement impossible, qu'une guerre nucléaire pouvait rendre des régions entières inhabitables. Le cuirassé japonais Nagato, capturé après la guerre, a finalement succombé le 29 juillet. Le navire qui avait transporté l'amiral Yamamoto pour planifier l'attaque de Pearl Harbor reposait désormais au fond du lagon de Bikini. Le croiseur allemand Prinz Eugen a survécu aux 2 explosions atomiques, mais la contamination le tuait lentement. La marine a remorqué le Prinz Eugen jusqu'à l'atoll de Kwajalein, espérant que la distance résoudrait le problème des radiations. Le 22 décembre 1946, le croiseur a chaviré et coulé. Même après sa mort, il restait radioactif. À la fin de l'été, la vérité était indéniable. 53 navires cibles fortement contaminés ne pourraient jamais retourner dans aucun port. La marine ne pouvait pas prendre le risque de remorquer des sources de radiation flottantes vers des ports où vivaient et travaillaient des civils. La solution était d'une simplicité brutale, les couler dans les profondeurs de l'océan, enterrer l'épreuve à des milliers de mètres sous le Pacifique. 21 navires restèrent à Bikini Lagoon, trop contaminés pour être déplacés, mais trop précieux pour être coulés. Ils devinrent des monuments permanents à l'erreur de calcul atomique. Le 3e essai prévu, baptisé Charlie, fut discrètement annulé. La détonation en eau profonde devrait attendre. 9 ans plus tard, l'opération Wigwam allait enfin tester des explosions atomiques sous-marines dans les profondeurs du Pacifique. Mais les leçons de Crossroads étaient déjà inscrites dans l'acier radioactif et le corail contaminé. Les armes atomiques n'étaient pas seulement des bombes plus puissantes. Elles représentaient quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui pouvait rendre la Terre elle-même inhabitable. Atoll de Rongerik, mars 1947. 167 habitants de l'île de Bikini étaient assis sur une plage plus petite qu'un pâté de maison. Autour d'eux, les cocotiers se flétrissaient dans un sol sableux qui ne pouvait les nourrir. Les poissons avaient disparu. Les oiseaux avaient cessé de venir. Le lagon qui était censé les nourrir ne contenait plus que de l'eau vide. Ils vivaient sur Rongerik depuis exactement 1 an. Ils mouraient lentement de faim. La marine américaine avait promis aux Bikiniens qu'ils pourraient rentrer chez eux dans quelques mois. Une fois les essais atomiques terminés, une fois les radiations dissipées. Mais les radiations ne se dissipent pas comme le pensaient les stratèges de la marine. Le césium-137 a une demi-vie de 30 ans. Tous les 30 ans, la radioactivité diminue de moitié. Mais la moitié d'une substance mortelle reste dangereuse. Les crabes de cocotiers qui nourrissaient autrefois les insulaires concentraient désormais du césium dans leurs carapaces. Les arbres à pain l'absorbèrent par leurs racines. Les poissons le transportaient dans leur chair. L'atoll de Bikini était devenu un écosystème radioactif. En 1948, la marine déplaça à nouveau les Bikiniens. D'abord à Kwajalein, où ils vivaient dans des tentes parmi le personnel militaire, puis sur l'île de Kili, un simple îlot sans lagon. Pas d'eau protégée pour pêcher. Aucune tradition de survie dans un tel endroit. Les habitants de Bikini étaient un peuple de marins qui tentaient de vivre sur un rocher. De nombreux anciens sont morts en exil, sans jamais revoir leur terre natale. Les enfants ont grandi en parlant de Bikini comme d'un lieu mythique qu'ils n'avaient jamais connu. Toute une culture disparaissait avec la désintégration radioactive. À Washington, l'opération Crossroads entraînait des changements politiques majeurs. Le 24 janvier 1946, les Nations unies créèrent leur commission de l'énergie atomique. L'objectif, le contrôle international des armes nucléaires. Le 1er août 1946, le président Truman signa la loi sur l'énergie atomique. Pour la première fois dans l'histoire, les autorités civiles contrôleraient les armes nucléaires et les matières fissiles. L'armée avait prouvé qu'on ne pouvait lui faire confiance avec l'énergie atomique. Crossroads l'avait clairement démontré. Mais il y eut également un impact culturel inattendu. Le 5 juillet 1946, le créateur français Jacques Heim présenta un nouveau maillot de bain 2 pièces. Il le nomma d'après le site d'essais atomiques qui faisait la une des journaux du monde entier. Le bikini, un vêtement nommé d'après la dévastation nucléaire, une tendance mode née du déplacement radioactif. L'ironie échappa à la plupart des Américains, qui ne voyaient que le glamour de l'énergie atomique.
Dans les années 1960, les autorités américaines déclarèrent de Bikini apte à la réinstallation. Les scientifiques affirmèrent que le niveau de radiation était tombé à un niveau acceptable. En 1968, certains habitants de Bikini rentrèrent chez eux. Ils plantèrent de nouvelles cultures. Ils reconstruisirent leur communauté. Ils tentèrent de faire revivre leur mode de vie traditionnel. Pendant 10 ans, cela sembla fonctionner. Puis, les résultats des analyses sanguines arrivèrent. Les niveaux de césium-137 chez les rapatriés avaient grimpé en flèche. Les aliments cultivés localement concentraient les radiations dans le corps humain à des taux dangereux. En 1978, le gouvernement américain a de nouveau évacué Bikini. 32 ans après les essais atomiques, l'atoll était encore trop contaminé pour être habité par des humains. Le deuxième exil était en quelque sorte pire que le premier. Ces insulaires avaient goûté à l'espoir. Les évaluations de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 1998 estimaient les doses de rayonnement à Bikini à 15 millisieverts par an pour les personnes consommant des aliments locaux. C'est 3 fois la limite recommandée pour les travailleurs du nucléaire. Les scientifiques ont découvert que l'engrais potassique pouvait réduire de 95% l'absorption de césium par les cocotiers. Des traitements coûteux qui pourraient un jour rendre la réinstallation possible. Mais un jour était une promesse depuis 50 ans. La demi-vie environnementale du césium-137 dans les atolls coralliens a été mesurée à 8,5 ans. C'est plus rapide que la demi-vie physique de 30 ans, mais cela reste lent à l'échelle générationnelle. Les enfants nés en exil avaient eux-mêmes des enfants. Des petits-enfants qui parlaient anglais ou marchalais, mais pas le dialecte traditionnel de Bikini. Le rayonnement disparaissait plus vite que la culture qui l'avait supplanté. Glenn Seaborg, chimiste lauréat du prix Nobel qui a contribué à la découverte du plutonium, a plus tard qualifié le test Becker de première catastrophe nucléaire au monde. Pas Hiroshima, pas Nagasaki. Il s'agissait là d'actes de guerre. Bikini était quelque chose de nouveau, une contamination en temps de paix, une destruction environnementale auto-infligée au nom de la science. Le précédent était terrifiant. Extrait. Interview de Seaborg, conférence de scientifiques discutant des implications. Aujourd'hui, le lagon abrite l'un des musées sous-marins les plus uniques au monde. La flotte atomique repose au fond des eaux tropicales cristallines. L'USS Saratoga gît intacte à une profondeur de 40 mètres. L'USS Arkansas est renversée, ses canons massifs pointés vers le sable. Des plongeurs viennent du monde entier pour explorer ces tombes atomiques. Les niveaux de radiation sont désormais suffisamment bas pour permettre de brèves visites. Mais les habitants de Bikini ne peuvent toujours pas rentrer chez eux pour s'y installer. Le paradoxe est obsédant. Les armes conçues pour mettre fin à toutes les guerres ont créé un conflit sans fin. Les insulaires contre l'atome, la tradition contre la technologie, la mémoire contre les radiations. 50 ans d'exil pour 60 secondes de feu nucléaire. Qui a gagné cette guerre? Le 29 octobre 1962, la mer des Caraïbes. Le président John F. Kennedy regarde les photos de reconnaissance des sites de missiles soviétiques à Cuba, des ogives nucléaires pointées vers les villes américaines. Le monde est à 13 jours d'une guerre nucléaire. Les conseillers de Kennedy débattent des plans d'invasion. Frappe aérienne, blocus naval. Mais Kennedy se souvient d'autre chose. Quelque chose qui s'est passé 16 ans plus tôt dans un lagon turquoise, à 8000 km de là. Il se souvient que les armes nucléaires ne détruisent pas seulement leurs cibles, elles contaminent tout ce qu'elles touchent. L'opération Crossroads a enseigné au monde une leçon que personne ne voulait apprendre. Les armes atomiques n'étaient pas seulement des bombes plus puissantes, elles étaient des forces géologiques. Elles pouvaient rendre des régions entières inhabitables pendant des générations. La vague atomique à Bikini avait montré ce que signifiait réellement la contamination radioactive. Pas seulement la mort immédiate, mais un empoisonnement lent, une destruction environnementale qui survivrait aux empires. Kennedy a choisi le blocus plutôt que l'invasion, la négociation plutôt que l'anéantissement. Les fantômes de Bikini ont peut-être sauvé le monde, mais les essais atomiques ne s'arrêtèrent pas après Crossroads. Entre 1946 et 1958, les États-Unis menèrent 67 essais nucléaires dans les îles Marshall.
Castle Bravo, en 1954, produisit 15 mégatonnes, soit 650 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. Le nuage radioactif s'étendit sur 18 000 km². Il contamina des atolls peuplés que le gouvernement américain avait déclarés sûrs. Les pêcheurs japonais du Lucky Dragon ont souffert d'une maladie aiguë due aux radiations. L'un d'entre eux est décédé. Chaque essai s'appuyait sur les données recueillies à Crossroads, les schémas de contamination radiologique, les effets de la surtension de base, l'échec des efforts de décontamination. Les scientifiques ont utilisé l'écosystème contaminé de Bikini comme un laboratoire naturel. Ils ont étudié la façon dont les radiations se propageaient à travers les coraux, les poissons et la végétation. Ils ont placé des chèvres, des cochons et des rats sur des navires cibles lors des premiers essais. Des animaux pour mesurer les effets biologiques. Les données étaient inestimables. Le coût s'est mesuré en population déplacée et en environnement empoisonné. Les avertissements du Dr Stafford Warren concernant la contamination au plutonium ont servi de base au protocole moderne de sécurité radiologique. Les badges photographiques qui enregistraient les niveaux d'exposition, les limites de doses admissibles, la compréhension que les particules radioactives pouvaient être inhalées et ingérées. Tout cela remontait à ces semaines terrifiantes où les marins de la marine avaient, sans le savoir, traqué la mort à travers leurs navires. Warren avait empêché une catastrophe radiologique parmi le personnel militaire américain, mais il n'avait pas pu empêcher la catastrophe plus grande. Les implications politiques de Crossroads ont eu des répercussions tout au long de la guerre froide. L'Union soviétique a étudié chaque détail des essais atomiques américains. Elle a appris que les armes nucléaires créaient des problèmes environnementaux à long terme. Elle a également appris que les sociétés démocratiques étaient confrontées aux implications morales de la guerre atomique. Staline a lancé le programme nucléaire soviétique avec un seul objectif, atteindre la parité atomique avec les États-Unis. La course aux armements qui a failli détruire la civilisation a commencé dans les eaux contaminées du lagon de Bikini. En 1963, le président Kennedy a signé le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Les essais nucléaires allaient désormais se dérouler sous terre. Fini les explosions atmosphériques. Fini les nuages radioactifs dérivant au-delà des frontières internationales. Le traité ne mentionnait pas Bikini nommément, mais les îles Marshall en étaient la signature cachée. 167 insulaires déplacés avaient changé le cours de la politique nucléaire. Leur sacrifice avait rendu les essais atmosphériques politiquement impossibles. Les études médicales se sont poursuivies pendant des décennies. Les chercheurs ont suivi l'exposition aux radiations des vétérans des essais dans le Pacifique, les taux de cancer, les effets génétiques, les conséquences à long terme sur la santé. Les données donnaient à réfléchir. Même une brève exposition aux essais atomiques pouvait causer des problèmes de santé des décennies plus tard. Certains vétérans ont développé une leucémie, d'autres ont souffert d'un cancer de la thyroïde. Des problèmes de reproduction sont apparus chez leurs enfants. Le coût humain des essais atomiques était encore en cours d'évaluation 60 ans après les faits. Aujourd'hui, l'atoll de Bikini est désert, à l'exception des chercheurs scientifiques et des plongeurs occasionnels. Les crabes de cocotier concentrent toujours du césium dans leur carapace. Le sol contient encore des traces de plutonium. Le corail pousse sur les coques radioactives des navires. La nature a reconquis le site d'essais atomiques, mais la contamination reste inscrite dans son ADN. Certains scientifiques affirment que l'atoll pourrait accueillir une réinstallation limitée avec des contrôles alimentaires appropriés et des importations de nourriture. D'autres affirment que le risque ne sera jamais acceptable. Les Bikiniens dispersés à travers le Pacifique rêvent toujours de leur foyer. Beaucoup n'ont jamais vu l'atoll où vivaient leurs grands-parents. Ils ne le connaissent qu'à travers les histoires transmises de génération en génération. Des histoires d'arbres à pain et de zones de pêche, de navigation traditionnelle et de cérémonies saisonnières. Des récits d'un monde que le feu atomique a effacé en 60 secondes. L'opération Crossroads était censée démontrer la supériorité atomique américaine. Au lieu de cela, elle a révélé quelque chose de plus inquiétant. Les armes nucléaires ne tuent pas seulement les soldats ennemis, elles détruisent l'environnement lui-même. Elles contaminent l'air, l'eau et le sol qui nourrissent toute vie. Elles transforment la Terre
en une arme contre ses propres habitants. Les 2 bombes larguées sur le Japon en 1945 ont mis fin à une guerre mondiale. Les 2 bombes qui ont explosé à Bikini en 1946 ont déclenché une guerre d'un autre genre. Une guerre entre l'ambition humaine et les lois de la nature. Entre la puissance technologique et les limites environnementales. Entre le désir de contrôler l'énergie atomique et la réalité que l'énergie atomique contrôle tout ce qu'elle touche. Glenn Seaborg a qualifié le test Baker de première catastrophe nucléaire au monde, mais les catastrophes impliquent des accidents, des défaillances inattendues, des actes de la nature ou des erreurs humaines. Crossroads n'était rien de tout cela. C'était un choix délibéré d'empoisonner un paradis au nom de la science, d'exiler un peuple au nom du progrès, de sacrifier le présent pour un avenir incertain. 79 ans plus tard, les questions soulevées par l'opération Crossroads restent sans réponse. Quelle destruction de l'environnement est acceptable au nom de la sécurité nationale? Combien de populations déplacées le progrès peut-il justifier? À partir de quand les connaissances scientifiques deviennent-elles trop dangereuses pour être poursuivies? Les Bikiniens attendent toujours des réponses. Ils attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux. Ils continuent de payer le prix de 60 secondes d'incendies nucléaires qui ont illuminé le monde et projeté des ombres qui ne s'estomperont peut-être jamais. C'est là le véritable héritage de l'opération Crossroads. Ce ne sont pas les navires qui ont coulé, ni les données qui ont été recueillies, mais la prise de conscience que certaines expériences scientifiques changent le monde d'une manière irréversible. Certaines questions ne devraient jamais être posées. Certains prix sont trop élevés à payer. Le Pacifique s'en souvient. Le corail s'en souvient. Les insulaires déplacés s'en souviennent. L'atome se souvient de tout. Si cette histoire vous a fait réfléchir aux coûts cachés de nos choix technologiques, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui remettent en question notre vision du progrès. Et dites-nous dans les commentaires, quel prix continuons-nous de payer pour les décisions prises au nom de la science? Car quelque part dans le Pacifique, des îles désertes attendent toujours le retour de leurs habitants.